Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Samala. Soyez tous et toutes les bienvenus sur cette vidéo live que je suis en train de faire sur la page Facebook du Petit Journal des jeunes et étudiants congolais de France. Sur invitation, je tiens à remercier toute l'équipe de cette association et de la page qui m'ont tendu l'invitation de venir partager avec vous quelques astuces et des petits conseils et des pistes d'orientation sur les bourses d'études internationales. Et donc, comme j'ai dit au début, moi, c'est Nsamala. Je suis d'origine camerounaise et je suis poète, écrivain. Et présentement, je suis doctorant en littérature comparée et au Danemark. Et n'oubliez pas de commander mon livre, mon 4e recueil de poèmes qui s'annonce pour sortir le 16 septembre prochain. Et il y a un lien pour la précommande. Bon, merci Eddie Malcolm. Merci pour tout. Donc, ce soir, nous allons parler des bourses. Et je suis très heureux parce que c'est un travail que je fais déjà depuis un bout de temps, gratuitement. Mais je fais souvent, presque souvent, mais pas toujours en anglais. Mais aujourd'hui, je vais le faire exclusivement en français. Mais il faut que je vous avertisse qu'il n'y a pas moyen de parler de bourse sans évoquer l'anglais. Donc, même comme la présentation sera exclusivement en français, vous allez constater qu'on ne peut pas s'en passer de l'anglais. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça soit en français la présentation, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi l'anglais est incontournable dans cette émission, dans cette présentation et dans vos démarches respectives dans la recherche des bourses scolaires, des bourses universitaires, des bourses d'études. Donc, je vais commencer par qu'est-ce qu'une bourse? Une bourse, ce n'est pas un acte de charité. Ça, c'est une chose à éviter. Il faut être sûr sur ça. Une bourse, ce n'est pas un acte de charité. Une bourse n'est pas octroyée à quelqu'un parce qu'il souffre, parce qu'il est nécessiteux, parce qu'il vient d'une famille pauvre. Non. Tous ces facteurs peuvent compter, mais la bourse est une aide financière ou matérielle qui est octroyée à un individu sur d'abord la base de sa performance académique qui est exceptionnelle, qui est excellente, qui est brillante. Donc la bourse, on peut avoir une bourse complète ou une bourse partielle. Quand je dis une bourse complète, cela veut dire qu'on peut avoir une bourse qui couvre tout, et la pension universitaire et le logement. C'est-à-dire, soit on donne l'argent aux bénéficiaires de payer son logement ou il est logé peut-être dans les dortoirs de l'université, dans les résidences universitaires. Et là, la personne a aussi ce qu'on appelle une bourse mensuelle, en anglais stipend ou scholarship, qu'on donne à la personne à la fin de chaque mois tout au long de son programme d'études pour lui permettre de pouvoir remplir les besoins, d'acheter à manger, d'acheter ses livres, de se fournir, quoi. Et donc, et la bourse complète aussi, souvent, presque toujours même, comporte également les billets d'avion du pays du récipiendaire, du bénéficiaire jusqu'au pays des études et au retour. Ça, c'est des choses à ne pas oublier. Donc, ça veut dire que la bourse complète prend tout en charge pour que le bénéficiaire ou la bénéficiaire n'ait pas de soucis pendant toute la durée de ses études.
Mais il y a aussi des bourses partielles. Une bourse partielle peut couvrir une partie de ces choses-là que je viens d'énumérer. C'est-à-dire, une bourse partielle peut peut-être couvrir rien que la pension universitaire, c'est-à-dire les frais de scolarité, et sans prendre en compte le logement, une bourse mensuelle et les billets d'avion ou l'appui à l'achat des fournitures et du matériel pouvant aider la personne dans sa recherche ou dans ses études. Donc, ces bourses-là, souvent, on les octroie et la personne doit donc remplir la condition de montrer qu'il a assez de moyens financiers et matériels pour finir pour compléter les aspects qui ne sont pas pris en compte jusqu'à la satisfaction du pays hôte pour la bourse qui est chargé de la délivrance du visa ou de la carte de séjour. Il y a aussi les bourses. On peut aussi, dans une manière typologique, parlons des types toujours de bourses, on peut aussi avoir les bourses peut-être par catégorie de sources, c'est-à-dire qui donne la bourse. On peut avoir les bourses qui viennent des États, on peut avoir des bourses qui viennent des organismes et des fondations, des ONG, et les bourses qui viennent des universités ou des bourses qui viennent des individus. Donc, il y en a beaucoup plus de types de bourses. Et là, comme je disais là, il y a encore, surtout aux États-Unis, deux types de bourses qui sont un peu pas très connues ailleurs, c'est-à-dire les bourses qu'on appelle Merit Scholarship et Need-Based Scholarship, c'est-à-dire bourse de mérite et bourse au besoin. Ça, c'est des traductions approximatives, il ne faut pas oublier. Là, ça veut dire on peut candidater, on peut demander la mission dans une université américaine, et c'est toujours le cas. Et lorsqu'on candidate, toujours on demande qu'on remplisse une fiche qui est appelée la fiche FAFSA. C'est une fiche qui essaye de révéler la situation financière de la famille du demandeur ou du candidat. Et selon cette fiche, toujours, faut pas oublier, ce n'est pas de la charité, si la personne mérite une place dans l'université en question, si la personne a de bonnes performances antérieures et qu'on voit qu'il y a du potentiel dans la personne et qu'on veut recruter cette personne, donc là, on peut rentrer dans son background sur la base de cette fiche qui a été remplie pour voir de quel type de famille vient la personne. Et donc, si la personne vient d'une famille pauvre, mais que la personne a les compétences académiques nécessaires, on peut donc lui octroyer d'abord une bourse de mérite pour ses compétences académiques, mais aussi une bourse maintenant de besoin, que la personne a besoin d'être soutenue, sinon il ou elle ne pourra pas faire ses études. Et je dis bien, on peut ne pas bien comprendre cette bourse et croire que c'est de la charité. Je dis bien, l'élément essentiel, l'élément numéro 1, c'est la performance. C'est la performance académique du candidat, du demandeur de la bourse. Et comme j'ai dit au début de cette présentation, l'anglais est très important parce que d'abord, l'anglais, c'est le lingua franca international, c'est-à-dire c'est la langue presque officielle du monde. Pourquoi? Parce que même les pays qui n'ont pas l'anglais comme leur langue officielle l'utilisent en deuxième langue. Si vous prenez des pays tels que la Chine, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, tous ces pays-là, la Corée du Sud ou du Nord, tous ces pays-là qui ont, même en France, l'anglais est utilisé comme deuxième langue. Donc, sur ce plan, d'abord, le plan de savoir que l'anglais, c'est le lingua franca international, il est important de savoir qu'en tant que demandeur de bourse, il faut à tout prix apprendre l'anglais. Deuxième chose, même si on regarde l'anglais est aussi la langue de la science, la langue de la technologie, la langue
disons, de la diplomatie internationale, parce que lorsqu'on regarde le nombre de publications par année en langue anglaise, il n'y a pas d'équivalence ailleurs. Il n'y a pas d'équivalence ailleurs. En langue française, on n'arrive pas à publier même 50% de ce qui est publié en anglais. Et c'est pour cela que lorsqu'on est dans des études d'ingénierie ou de technologie ou d'informatique, on a toujours recours à l'anglais. On a toujours, et lorsque vous voyez même dans la langue française, c'est vrai que l'emprunt linguistique se fait dans toutes les langues, mais vous allez constater que les termes technologiques, la plupart des termes technologiques qui sont utilisés dans la langue française viennent de la langue anglaise. Les startups, on parle même de liker aujourd'hui qui vient de like sur Facebook, etc., etc. Donc, il faut pas négliger l'anglais lorsqu'on est à la recherche des bourses d'études. Cela dit, il y a certaines choses qu'il faut éviter aussi, surtout pour ceux qui me regardent aujourd'hui, mes amis du Congo, Brazza, mes amis de l'Afrique francophone, tout court, et de l'Afrique en général et ailleurs. Il y a certaines choses qu'on a constatées, moi surtout parce que j'ai fait dans le domaine d'opportunités d'études et des bourses depuis un certain temps. Et il y a des constats qu'on a fait sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux, où lorsqu'il y a une annonce de bourse postée quelque part, quelqu'un va venir commenter en laissant son contact, son email et en disant « contactez-moi ». Ça, c'est ridicule. Ça, c'est ridicule parce que lorsqu'on voit le lien d'une bourse, comme je le fais, je partage toujours les bourses, les liens de bourse sur mon mur Facebook et aussi sur une page que je gère à moi. La page s'appelle After High School, après le lycée. C'est le devoir, le travail revient aux demandeurs, aux chercheurs de bourse d'aller, d'abord parce que la personne qui partage, moi qui partage, ou même l'organisme ou la fondation qui a partagé, ce n'est pas forcément cet organisme-là qui octroie la bourse, c'est-à-dire c'est entier et il faut passer donc sur le site-là pour voir encore un lien qui vous amène sur le site officiel de la bourse, que ce soit une bourse de l'État. Et ça, tout ce travail-là revient à la personne qui nécessite, qui veut la bourse. Donc, il ne faut pas venir commenter sur les annonces de bourse sur Internet avec ses contacts. C'est ridicule, cela montre qu'on ne sait même pas ce que veut dire la bourse et on ne sait pas que la bourse nécessite beaucoup de travail, demande, exige assez de travail, assez de devoirs et de responsabilités de la part de la personne qui en a besoin. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. Ça, c'est une chose à ne jamais faire. Commenter et laisser ses contacts sur... Parce que là, ça veut dire que c'est plutôt la personne qui a posté, qui a partagé le lien de la bourse, qui a cette bourse comme si c'était dans un panier et lui, il a besoin de partager aux gens et là, il va t'appeler. Et là aussi, il va t'envoyer sur ton téléphone, sur ton WhatsApp ou sur ton email, je ne sais pas. Et là aussi, on est en train de s'exposer, d'être exposé aux risques d'arnaque parce qu'il y a des gens qui vont vous frapper, qui vont vous prendre de l'argent au nom des bourses et ça ne se fait pas. Sauf si peut-être il y a des gens qui veulent faire de l'accompagnement professionnel, mais là, il y a aussi des choses à noter et les choses à éviter et à être très, très prudent. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de ne pas croire que qui que ce soit même son frère, même jumeau, qu'on peut laisser le travail de demander une bourse à quelqu'un qui compte de le faire pour nous. Il ne faut pas laisser que ça soit une personne qui candidate pour nous. Les gens comme moi, qui maîtrise un peu le domaine, on est là que pour accompagner. On peut te guider, on peut te orienter, on peut te conseiller, on peut même peut-être lire tes lettres de motivation, tes propositions de recherche, ainsi que même les profs dans le domaine. Mais il ne faut pas croire qu'on peut aller croiser ses bras, s'asseoir, attendre que quelqu'un candidate pour soi. Parce que là, d'abord, ce n'est pas éthique, c'est problématique. Et cela aussi commence déjà à montrer les doutes sur la personne qui demande la bourse parce qu'on commence à se demander si une fois prise dans
une fois pris dans le programme de bourse, est-ce que la personne sera à la hauteur des exigences académiques si la personne n'a pas eu la patience d'apprendre au fur et à mesure? Parce que demander les bourses, candidater pour les bourses, je vous jure, ça c'est du travail. Ça, c'est du travail qui nécessite de la patience. Il y a très peu de gens qui candidatent pour une seule bourse la première fois et ils réussissent à l'avoir, non? La majorité des personnes, comme moi par exemple, quand mon mémoire va sortir, vous allez constater le chemin que j'ai fait avec les bourses. Combien, le nombre de fois qu'on candidate sans pouvoir avoir? Parce que lorsqu'on réussit à avoir finalement, les gens souvent oublient le côté de combien de bourses pour lesquelles on a candidaté et on voit seulement, ah, tel est chanceux, hein, tel, sans savoir le travail qu'on n'a pas publié sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un dit que j'ai eu 3 bourses, il faut demander combien de bourses il a candidaté pour cela. Il faut du travail dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est des choses que je voulais d'abord dire qu'il faut éviter. Et une autre chose à éviter dans le domaine de bourse, c'est de croire que la bourse rentre dans le domaine de la charité. La bourse, ce n'est pas la charité. Quatrième chose, faut pas être désespéré. Lorsqu'on recherche les bourses, faut pas être quoi? Désespéré. Il faut pas montrer le désespoir, que ça soit dans sa lettre de motivation. Faut pas, en cherchant la bourse, en rédigeant son sujet ou sa proposition de recherche ou sa lettre de motivation ou ce qu'on appelle statement of purpose en anglais, faut pas la montrer. Faut pas y montrer que là, on est désespéré et c'est comme si on voulait fuir son continent ou on voulait fuir son pays ou on voulait à tout prix voyager par cette bourse parce que le comité de sélection de bourse ne s'intéresse pas à toutes ces choses-là. Ce qui intéresse le comité de sélection de bourse, c'est le mérite. C'est le mérite et par mérite, on veut dire quoi? La compétence, la performance académique du candidat et le potentiel de sa recherche, si c'est pour un niveau des études en recherche, ou peut-être à quoi la bourse va servir dans la carrière de la personne et dans la communauté humaine. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que l'argent que les pays, les organismes et les fondations investissent dans les demandeurs de bourse, dans les bénéficiaires de bourse, c'est de l'argent que eux ils investissent dans le sens de passer par eux pour impacter le monde. Donc, si on est quelqu'un qui ne pense qu'à soi, qui croit que bon, dans une lettre de motivation, on ne peut que parler de lui sans montrer étroitement comment ses études vont aider son pays, vont aider sa sous-région, son continent ou l'humanité dans son domaine. Là, on est en train de mentir, on ne va pas gagner une bourse. Maintenant, toutes ces choses-là dites, généralement, pour commencer la recherche de bourse, il est important. Aujourd'hui, nous sommes une génération assez chanceuse parce qu'à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, il n'y avait pas l'Internet et il fallait donc aller dans les ambassades pour demander. Aujourd'hui, le premier lieu, la première place, first go, c'est l'Internet, c'est sur Google. Dans Google, on peut trouver tout genre de bourses qu'on recherche. Si on formule bien ces mots de recherche. Si on tape bourse d'études Canada, bourse d'études Internet, bourse d'études en ingénierie, bourse d'études en géographie, bourse d'études en tourisme, bourse d'études université ou bourse d'études master en telle chose, tel pays, on les verra. On aura assez d'entrées sur Google. Mais là, il faut savoir sillonner, il faut savoir filtrer. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui viennent des sources frauduleuses ou douteuses. Là, c'est des choses à noter. Donc, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de sites en dehors de Google, mais je vais aussi donner quelques exemples de sites sur lesquels on partage les liens et les annonces de bourse. Donc, si vous me suivez là, commencez à noter. Je vais procéder maintenant par quelques sites en dehors de Google qui est le premier lieu, ce qu'on appelle il y a un mot là qui m'échappe, c'est-à-dire le one-stop shop, oui, comme on le dit en anglais, le one-stop shop dans la recherche de bourse, c'est d'abord Google.
Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il faut éviter de poser certaines questions parce qu'il y a des questions qu'avant de poser à un individu, il faudra d'abord poser cette question à Google même et d'autres moteurs de recherche sur Internet sans trouver la réponse avant de venir poser à des individus. Donc, maintenant, prenez vos stylos et on va commencer. En dehors de Google, qui est à la disposition de tout le monde, je vais vous donner quelques-uns des sites spécialisés en matière de partage de bourses. Vous pouvez aller sur advanceafrica.com. Advance Africa, les bourses de Avance Africa et là, le site internet de Avance Africa. Si le temps me permet, après, je pourrais revenir sur au-dessous de cette vidéo et là, je mets les liens pour les différents sites que je vais mentionner. Mais si cela n'est pas possible, prenez note. Advance Africa, le site c'est www.advance, A-D-V-A-N-C-E, trait d'union, Africa.com. Et là, vous allez trouver et c'est en anglais. C'est un site qui est en anglais. Et vous allez trouver beaucoup de bourses par niveau, licence, mais il y a aussi une chose qu'il a oublié de dire, les bourses sont très rares au niveau de la licence. Très, très rares. Les bourses commencent à être beaucoup au niveau du master. Et c'est pour cela que toujours je conseille à mes jeunes et mes frères et sœurs, si vous êtes à Brazza, obtenez d'abord une licence à l'université Marie Ngouambi et une licence avec de bonnes performances, c'est-à-dire une licence avec une bonne moyenne générale pondérée, minimum de 3,0 sur 4 si on veut chercher les bourses. Si vous êtes au Cameroun, obtenez des licences dans le nombre d'universités que compte le Cameroun. Si vous êtes au Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, tous ces pays-là, Kenya, Ghana, je vous conseille toujours d'obtenir d'abord une licence sur place et qu'en obtenant cette licence, on essaie d'avoir de bonnes performances. Et là, on pourra avoir une grande ouverture sur les opportunités de bourse au niveau de master. Mais sur le site d'Avance Africa et tous ces sites que je vous donne là, vous allez trouver beaucoup de bourses et ces bourses sont souvent catégorisées par les niveaux ou les cycles d'études, cycle licence, cycle master, cycle doctorat, mais en anglais. Et bon, il y a aussi After School Africa. After School Africa, le site c'est www.afterschoolafrica.com. Même là où je doute un peu le site, parce que j'ai recopié sur un bout de papier là, mais parfois en recopiant, on peut faire l'erreur. Et si vous tapez directement sur Google After School Africa Bourse ou After School Africa Scholarships, vous allez trouver et vous serez guidé sur le lien. Et il y a aussi Opportunity Desk qui a pour site Opportunity, OPPORTUNITYDESK.org. Il y a Scholarship Positions, c'est un autre site. Avec Scholarship Positions, le site c'est scholarship trait d'union position avec s.com. Il y a Scholarships for Development a pour site www.scholarsfor4 le chiffre 4 scholars 4 dev D-E-V. Scholars c'est S-C-H-O-L-A-R-S chiffre 4 dev D-E-F.com. Il y a aussi bourse d'études. Avec bourse d'études, c'est www.bourse d'études, bourse BOURSEDETUDE.org. Ça, c'est en français. Il y a aussi Je veux une bourse. Ça, c'est deuxième site en français. Je veux une bourse. Et le site de Je veux une bourse, derrière, d'accord. Le site de Je veux une bourse, c'est
E-U-X UNEBOURSE.com. Il y a aussi bourse d'études, deuxième, et ne les confondez pas parce que j'ai d'abord cité bourse d'études, mais il y a deuxième bourse d'études. Deuxième bourse d'études a pour site bourse au pluriel, B-O-U-S, non, B-O-U-R-S-E-S, trait d'union, études au pluriel, plus net, N-E-T. Bon, et il y a aussi Amacat, je vais chercher tout de suite là vos données, c'est le site d'un ami à moi et je ne peux pas, j'ai oublié de le noter ici, mais je ne peux pas m'en passer, je vais chercher là tout de suite et vous donner, excusez-moi, Amacat. Oui, là, il y a aussi Amacat. Amacat, c'est ARMACAD.info. Amacat, je reprends, A-R-M-A-C-A-D, Amacat. Et le site, c'est Amacat, A-R-M-A-C-A-D.info. Merci, merci de votre patience. Bon, je reviens maintenant. Là, maintenant, on va parler un peu des bourses par pays. Je viens de donner un ensemble de sites spécialisés dans le partage ou l'annonce d'opportunités d'études. Et n'oubliez pas aussi que les bourses, ce n'est pas seulement les bourses pour obtenir une licence ou pour obtenir un master ou pour obtenir un doctorat. Il y a aussi des bourses pour des courtes formations, les bourses qu'on appelle même des fellowships pour les formations en leadership, les formations en entrepreneuriat, en formation en autonomisation de la femme, de la jeune fille. Il y a aussi des bourses comme ça, comme sur le site de Yali, yali.state.gov, yali.state.gov et les bourses telles que les Obama Scholars, les bourses telles que les bourses de Queen's Young People Award, c'est-à-dire les bourses de la reine d'Angleterre pour la jeunesse. Il y en a des choses comme ça, beaucoup. Beaucoup aussi. Il ne faut pas oublier parce que là, c'est vrai que moi, je vais me focaliser presque quasi exclusivement sur les bourses pour les études académiques reparties en cycle, cycle de licence, cycle de master et cycle de doctorat. Mais n'oublions pas qu'il y en a d'autres bourses qui existent. Cela dit, je vais maintenant donner, et il ne faut pas oublier que toutes les listes que je donne là ne prétendent pas être exhaustives. Ça, ce n'est que ce que moi je sais. Il y en a des millions de sites et de différentes bourses que aucun individu ne peut prétendre maîtriser tout. Je ne peux que parler de ce que je connais. Là, maintenant, prenons les bourses par pays. Les bourses par pays, il y a la bourse DAAD qui est octroyée par le gouvernement fédéral de l'Allemagne, DAAD. Vous pouvez chercher, taper sur Google DAAD bourse ou DAAD scholarship. Et là, notez, pour la plupart, là, vous allez étudier soit en anglais, soit en allemand. Là, maintenant, l'anglais commence à revenir. Pour ces bourses-là, dès que vous obtenez une bourse DAAD pour aller en Allemagne, là, c'est pour aller étudier soit en anglais, soit en allemand. Okay. Et ces bourses-là, la plupart sont au niveau doctorat, mais il y en a peu au niveau de master, mais c'est des masters spécialisés dans les domaines ayant à faire avec l'économie et les finances. Mais la majorité, c'est au niveau de doctorat et il y a toute une procédure à suivre qui est un peu long, mais ce sont de très bonnes bourses. Si on obtient ces bourses-là,
lorsqu'on intègre le réseau d'AD, on est assez heureux parce que c'est tout un accompagnement. Même après ces études, on reste membre de ces réseaux-là et c'est ces choses-là qui nous aident aussi. Ça, c'est des réseaux ou le réseautage professionnel qui aidera toujours dans la recherche des emplois et beaucoup d'autres choses. Donc, généralement, il faut d'abord chercher, trouver pour les doctorants, trouver que un directeur ou une directrice de projet de PhD dans une université allemande qui, dès qu'elle a accepté sa proposition de thèse, là, on peut maintenant postuler pour la bourse DAAD. Et il y a plus de chances de l'avoir. Quand il y a quelqu'un qui veut nous recevoir en tant qu'encadreur ou directeur de recherche. Il y a la bourse Fulbright Scholarship. La bourse Fulbright, c'est la bourse de l'État américain, c'est-à-dire du gouvernement fédéral des États-Unis. Et là, c'est en anglais. Si on obtient cette bourse-là, c'est pour aller étudier en anglais. Et là, il faudra avoir les tests tels que TOEFL, Test of English as a Foreign Language, ou les tests comme IELTS, International English Language Testing System. Et pour tout autre pays qui opère les bourses, soit dans leur langue, première langue à eux ou l'anglais, et il y a toujours l'exigence de preuves de connaissance d'anglais. Et ça, c'est les tests les plus connus pour montrer qu'on a maîtrisé l'anglais. Mais en français, il y a les tests de connaissance de français, il y a DELF et beaucoup d'autres tests. En anglais, ça, c'est TOEFL, surtout pour les États-Unis, et IELTS. Et n'oubliez pas que ces deux tests-là ont une validité de 2 ans. Donc, lorsque vous voulez composer, et ces tests coûtent quand même, hein, parce que je crois, IELTS, par exemple, peut coûter au moins 150 000 si on maîtrise bien l'anglais et on ne veut pas prendre part au cours d'anglais. Et on veut peut-être seulement assister à un cours d'un jour pour voir le format, à quoi ressemble le test. Mais d'abord, le test même, je crois, c'est dans les 140 et poussières. Bon, peut-être les choses ont même changé. Oui, ça, c'est ça. Il y a aussi la bourse de l'État coréen du Sud, Korean Government Scholarships. La bourse de l'État coréen du Sud, Korean Government Scholarships for International Students, c'est-à-dire la bourse du gouvernement de la Corée du Sud pour les étudiants internationaux. Il y a la bourse 2FL en France. Et pour plus de détails pour la bourse 2FL, vous pouvez aller sur le site Campus France et vous allez voir beaucoup plus d'informations sur la bourse 2FL. Et je crois, bon, je ne suis pas très certain, mais je crois que la bourse 2FL est généralement pour les études au niveau master. Et il y a aussi des disciplines académiques spécifiques. Bon, il y a la bourse du gouvernement japonais, c'est-à-dire Japanese Government Scholarship. Et là, pour la Corée ou le Japon ou la Chine, sachez, l'Italie, comme je vais lister tout de suite là, sachez que ce soit dans la langue numéro 1 de ce pays-là ou l'anglais. Donc, il y a aussi Chevening Scholarships. Oui, je viens de citer Japanese Government Scholarship, c'est-à-dire la bourse du gouvernement japonais pour les étudiants internationaux. Mais comme je dis, lorsque vous allez taper ces bourses en français, souvent peut-être vous n'allez pas les trouver. Mais lorsque vous tapez, comme je le donne ces noms, en anglais, vous allez les trouver, les sites officiels pour plus d'informations et la procédure. Et pour les bourses du Japon, parfois, il y en a aussi des bourses où on va passer par l'ambassade du pays, dans son pays de nationalité pour postuler. Mais moi, toujours dans ma vie, je préfère les bourses où moi, je postule directement. Il y a aussi les bourses où on est obligé de passer par le ministère de l'enseignement supérieur de son pays. C'est-à-dire, il y a des bourses octroyées, données par des pays étrangers, par exemple, disons une bourse de la Chine au Cameroun ou au Congo, mais qu'on est obligé de passer par le ministère congolais des enseignements supérieurs pour postuler. Il y en a des bourses comme ça. Mais moi, généralement, j'évite ces bourses-là. Mais on peut toujours essayer de tenter sa chance. Hein. Il y a la bourse Chevening Scholarship. La Chevening Scholarship est une bourse du Royaume-Uni
C'est une bourse très prestigieuse aussi, comme la Fulbright, comme la DAAD en Allemagne, comme la Fulbright aux États-Unis. Et Chevening est octroyé aux gens qui montrent, qui fait preuve d'un bon leadership et qui ont l'ambition de changer le monde d'une manière ou de l'autre. Ça veut dire on a l'attention sur la capacité, la compétence ou la performance académique, mais aussi le potentiel ou la potentialité de leadership, d'impacter sa communauté. Cela veut dire que quoi, il y a, en postulant, il faut toujours montrer la preuve qu'on est engagé, qu'on est engagé dans la cause d'améliorer la condition de sa communauté, que ce soit par le volontariat, que ce soit peut-être en ayant une ONG, que ce soit en œuvrant, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui montre l'impact sur la société. Il y a des bourses aussi comme Italian Government Scholarships for International Students, c'est-à-dire la bourse italienne ou du gouvernement italien pour les étudiants internationaux. Et il y en a, la plupart, c'est au niveau master et beaucoup plus doctorat. Il y a aussi les bourses telles que la bourse de la République d'Irlande, Irish International Scholarships for, the Government of Ireland Scholarships for International Students. C'est-à-dire les bourses du gouvernement de la République d'Irlande pour les étudiants internationaux. Et c'est aussi une bourse où, avant de postuler, il faudra que on ait obtenu, qu'on ait trouvé quelqu'un qui est prêt à encadrer, à diriger sa thèse, que ce soit la thèse de master ou surtout pour le doctorat. Je crois pour le master, peut-être le critère diffère un peu, mais c'est aller voir sur le site. Il y a aussi les bourses telles que la bourse du gouvernement turc. Je parle là de la Turquie, la bourse du gouvernement turc pour les étudiants internationaux, qu'on appelle en turc, en langue turque même YTB. C'est aussi une bonne bourse. Il y a les bourses comme les bourses des États de l'Afrique maghrébienne, telles que la bourse de l'État marocain ou du Royaume marocain, je m'excuse, la bourse de la Tunisie, la bourse de l'Égypte, la bourse de l'Algérie, et il y en a beaucoup de bourses de ce pays. Mais pour ce qui est le cas du Cameroun, par exemple, cette année même et les années passées, ces bourses passent par le ministère des Enseignements supérieurs. Mais il y en a, ces bourses existent et il faut les citer. Donc, il y en a beaucoup plus de bourses, mais je crois que là, ce serait tout pour ce qui est des bourses des États, mais il y en a beaucoup d'autres bourses. Il y a aussi les bourses comme les bourses de l'Australie, pour les étudiants internationaux. Il y a aussi les bourses de l'Australie, mais spécifiquement dans le domaine du développement et de l'agriculture. Et il y a aussi les bourses même de l'État israélien pour les étudiants internationaux. Donc, il y en a, si vous vérifiez, presque tous les pays industrialisés ont des programmes de bourse, parce que l'attractivité des bourses, la bourse non seulement aide le demandeur, le candidat à décrocher son diplôme, à augmenter ses acquis intellectuels, mais essaie aussi de promouvoir et d'ouvrir le pays. Et c'est pour cela que même nos pays qui n'octroient pas les bourses aux étudiants internationaux, je crois qu'il est important de penser à ces genres de choses à faire pour l'image des pays. Et pour les ressortissants des pays de l'Afrique de l'Ouest, j'avais fait un constat en 2016, la plupart des pays là octroient encore les bourses d'État, c'est-à-dire dans le sens où l'État donne des bourses pour les étudiants ressortissants du pays pour aller étudier à l'étranger. Ça, c'est le cas dans les pays tels que le Bénin, dans les pays tels que le Mali, le pays tel que même le Sénégal. Donc, je crois qu'il est toujours aussi important, même dans nos pays de l'Afrique centrale et ailleurs, excusez-moi, d'aller se renseigner auprès des autorités compétentes pour voir s'il y en a des bourses et essayer sa chance. C'est vrai qu'il y a le tribalisme, mais il faut toujours essayer. Autant qu'on ne nous demande pas de payer, si il est juste question de monter le dossier et aller déposer, moi, on peut le faire, hein? On peut le faire et espérer que Dieu va faire le reste. Bon, cela dit donc, je vais passer aux bourses un peu, les bourses intergouvernementales ou les bourses des ONG.
Parce que quand il dit intergouvernemental, c'est parce que là-bas, il y a les organismes tels que l'Union africaine qui va entrer, l'Union européenne qui va entrer, etc. Et commençons donc par la prestigieuse bourse Erasmus Mundus. Et là, je vais vous dire, étant moi-même ancien bénéficiaire de Erasmus Mundus, ça c'est une bourse que je vous recommande fortement. Ça, c'est les bourses qui sont octroyées par la Commission européenne. Et dans le cadre même d'un autre programme encore assez prestigieux et spécial qu'on appelle Erasmus Plus. Dans Erasmus Plus, il y a aussi les bourses d'échange. Donc, avant de parler des bourses Erasmus Mundus, je voulais vous dire que pour ceux qui me suivent là et que vous étudiez déjà dans des universités européennes, sachez que vous pouvez toujours aller dans la scolarité ou dans le bureau en charge des relations internationales et demander et vous renseigner, savoir ce qui sont les modalités de demander un programme d'échange, parce que ça, c'est presque obligatoire. Toutes les universités dans l'espace européen le font. Là où on peut être dans sa licence, disons, à l'université de Montpellier, et qu'on ait demandé une opportunité de venir passer, d'aller passer, disons, un semestre au Belgique, ou un semestre en Angleterre, ou un semestre au Danemark, ou 2 semestres même en Norvège. Là, et cet échange-là est financé. Cet échange-là est financé et peut-être partiellement, peut-être complètement. Et il y a toujours les moyens mis à disposition des demandeurs de ces échanges-là. Mais ça, c'est les Erasmus échanges. Maintenant, parlons Erasmus Mundus, qui est la bourse au niveau master. Et je crois maintenant, il y en a au minimum 40 programme de Erasmus Mundus Master, et il y a, je crois, 5 ou 4 programmes doctoraux. Il y avait 6, mais on a supprimé certains. En fait, les masters Erasmus Mundus sont des masters qui sont dirigés par des consortiums des universités européennes et parfois extra-européens. C'est-à-dire, chaque programme, on a des programmes, et là encore, ce ne sont pas les programmes assez classiques. N'allez pas sur le site d'Erasmus Mundus croyant que vous allez voir master en sociologie, ou master en biologie, ou master en littérature, ou master en histoire. Là, vous serez déçus. Ça, c'est des programmes assez innovateurs. Assez innovateurs. Les programmes pleins d'innovation, d'expérimentation et d'interdisciplinarité. Ça, c'est le mot-clé à garder. Ça, c'est des programmes de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire, on voit des programmes dans lesquels il y a assez de flexibilité, il y a assez de choisir même son parcours, ce qu'on veut faire, des bourses qui couvrent ou des programmes qui couvrent certains domaines un peu larges, mais au sein desquels on a la possibilité de se construire même un parcours à soi. Et généralement, chaque consortium a ses règles. Par exemple, dans mon consortium, le consortium de ma bourse que j'avais fait, la bourse Erasmus Mundus pour le Crossways in Cultural Narratives, il s'agit de 10 universités. Je crois il y en a 3 extra-européennes, 2 en Amérique latine, une au Canada, et le reste, c'est en Europe. Et chaque étudiant doit étudier dans 3 de ces universités. Et là, à la fin de son parcours, à la fin de ses études, on aura soit un diplôme, ce qu'on appelle joint diploma, c'est-à-dire un diplôme conjoint co-signé par toutes les universités, où on aura un ensemble de diplômes qui en même temps représentent des masters différents et aussi un master européen, quoi. Donc là, pour chaque programme, pour chaque master Erasmus Mundus, il y a ces règles. Parfois, on étudie dans 3 pays, parfois, on étudie dans 2. Mais là, vous voyez que pour étudier dans tous les pays concernés, il faudra les langues de ces pays-là. Ça veut dire donc que si on a l'ambition de se lancer dans le domaine des bourses Erasmus Mundus, n'oublions pas aussi que là, il faudra parler au moins 2 langues européennes et soi-même capable et avoir la volonté d'apprendre plus de langues européennes au cours de ses études. Mais je ne peux pas parler pour des autres consortiums parce que chaque consortium a ses règles. Il y en a des consortiums où, comme le mien, où on postule ou on candidate directement sur Internet, mais il y en a où
et une partie de la candidature est faite sur Internet et une autre partie est envoyée par poste. Il y en a où tout est par poste, donc il faut aller sur les différents sites. Parce que lorsque vous tapez catalogue de Master Erasmus Mundus, vous allez tomber sur ce catalogue-là et avec beaucoup de bourses et voyez ce qui rentre dans votre domaine et voir les modalités. Et donc, à chaque moment, chaque année, il y a les délais, il y a les deadlines qui sont fixés par les différents consortiums. Et lorsqu'on recrute les étudiants, il y a un certain quota de bourses qu'on octroie aux étudiants extra-européens. Il y a aussi un quota pour les étudiants européens, mais le reste de personnes pourront être admises, mais sans bourse. C'est-à-dire pour un programme où cette année, on a, par exemple, on a pris, disons, 20 étudiants, on peut avoir peut-être 5 avec des bourses extra-européens et peut-être aussi 5 avec des bourses européennes et maintenant. Et tous ces bourses-là viennent de l'Union européenne et le reste, c'est chacun à son compte. Donc, je vais continuer. Il y a aussi les bourses du Commonwealth. Il y a les bourses du Commonwealth. Il y en a beaucoup de types de bourses de Commonwealth et c'est en anglais. Ça, c'est évidemment en anglais. Mais il y a des bourses du Commonwealth pour l'Angleterre ou en Angleterre, ou non, j'allais dire au Royaume-Uni, excusez-moi, ou en Grande-Bretagne, pour dire ainsi. Il y a les bourses du Commonwealth au Canada, il y a les bourses du Commonwealth en Australie, il y a même les bourses du Commonwealth dans les pays, soi-disant, en voie de développement. Donc, il y a beaucoup de sous-programmes de bourses Commonwealth. Et pour certaines de ces bourses Commonwealth, on passe par son pays, par le ministère des enseignements supérieurs de son pays. Pour certaines, on ne passe pas. Donc, il est toujours important d'aller voir les détails. Et la procédure. Il y a aussi les bourses de la francophonie. Il y a les bourses pour nous, les francophones. Oui, là, c'est pour cela que j'ai souri. Il y a les bourses de la francophonie, surtout au Canada, mais je ne suis pas très sûr, mais je crois que peut-être il y en a aussi dans d'autres pays. Mais pour le Canada, si vous tapez www.bourse au pluriel, suivi de francophonie.ca, vous allez tomber directement sur le site officiel canadien des bourses de la francophonie. Et une chose que je viens de... faut pas oublier aussi que même pour ceux qui font leurs études doctorales, qu'on peut toujours faire aussi les échanges Erasmus. Donc, on peut aller, si on est par exemple à l'université de Perpignan, je sais pourquoi il dit ça, il faut aller, il y a le bureau de relations internationales où il y a le programme Erasmus Mundus et d'autres programmes, et là on peut se renseigner, voir s'il y a possibilité d'aller passer un semestre ailleurs avec un peu de financement. Je crois qu'il y en a des possibilités comme ça, il ne faut pas oublier. Donc, pour revenir à notre mouton, et il y a aussi la bourse dite Pan-African University Scholarships. Je crois que nous savons qu'il y a une université panafricaine de l'Union africaine. Et donc, si vous allez sur le site de www.AU, c'est-à-dire African Union, trait d'union, PAU, c'est-à-dire Pan-African University.org, nous allons voir plus de détails sur cette bourse-là, parce que l'université panafricaine est repartie en sous-région. Je crois le Cameroun abrite le domaine de la traduction et des humanités. Je crois il y en a pour les études de l'agriculture. Je crois c'est au Nigeria. Il y a une partie qui est, je crois, en Algérie ou au Niger. Donc, il y a des instituts. Donc, cette université a des instituts qui sont installés dans de différentes parties de l'Afrique et il y a aussi des bourses pour cela, c'est-à-dire à chaque année, c'est un peu comme les bourses Erasmus Mundus, où à chaque année, lorsqu'on recrute des étudiants, ceux qui sont très brillants, ceux qui, après la classification par ordre de mérite, les plus brillants, peut-être 5 ou 3 ou 4, obtiennent des bourses pour leurs études, et ce sont des bourses complètes. Ce sont des bourses complètes, et ce sont de très bonnes bourses. Il y a aussi même un programme qui est appelé Intra-African Academic Mobility Scheme. Je crois le programme
de la mobilité académique intra-africaine, je crois, oui, intra-Afrique, qui est financé par l'Union européenne et qui ressemble aussi un peu au programme de Master Erasmus Mundus parce qu'il s'agit aussi de voir des étudiants africains qui étudient aussi dans plusieurs pays africains. On peut commencer ses études au Rwanda et on peut finir peut-être en Égypte, ou on peut commencer ses études, disons, au Niger et on va aller finir en Angola ou au Mozambique ou en Afrique du Sud, etc., etc. Maintenant, il y a aussi les bourses de la fondation Mastercard. Donc, si vous partez sur mastercardfdn.org, vous allez trouver plus de détails sur ces bourses-là. C'est les bourses qui sont octroyées par la fondation Mastercard en partenariat avec certaines universités un peu partout dans le monde. Je crois en France, c'est Sciences Po. C'est Sciences Po, Sciences politiques, qui est chargé de la gestion de cette bourse-là en France. Et il y en a des universités telles que l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni, il y a des universités aux États-Unis, il y a des universités au Canada, il y a des universités en Afrique du Sud et ailleurs en Afrique qui sont chargées de gérer ces bourses-là. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut postuler pour la bourse Mastercard, et je crois c'est au niveau master, et je doute un peu s'il y en a pour la licence, mais je suis très sûr de master, mais pas de doctorat. Là, il faut aller sur le site, d'abord le site de Mastercard Foundation, et après suivre les liens qui vous amènent chez les différents partenaires, parce que les différents partenaires ont encore de différents critères de sélection avec des préférences dans certaines disciplines ou domaines d'études. Là, ça, c'est des choses à prendre en compte. Il y a aussi la bourse Ashinaga Africa Initiative. Ashinaga Africa Initiative, c'est une bourse qui est financée par une ONG japonaise. Et cette bourse mélange un peu de charité avec, juste un peu de charité avec la bourse. Pourquoi il dit cela? Parce que ces bourses-là sont exclusivement réservées aux personnes qui sont soit orphelins ou orphelines, avec la preuve à l'appui. Mais là, je ne suis pas en train de dire que les gens aillent tuer leurs parents pour montrer la preuve et demander la bourse. D'abord, c'est une bourse avec, comme toutes les autres bourses, avec beaucoup de concurrence. Et c'est en cause, la concurrence est exceptionnelle parce que chaque année, on prend un seul candidat par pays. Et la bourse est encore repartie en quoi? Il y a la bourse Ashininga pour l'Afrique francophone, et il y a la bourse Ashininga pour l'Afrique anglophone, et il y a la bourse Ashininga pour l'Afrique lusophone. S'agissant de l'Afrique anglophone et francophone, il y a des pays qui ont l'avantage que les étudiants peuvent postuler pour les deux, à l'instar du Cameroun qui est bilingue en anglais et en français, et je crois aussi l'île Maurice. Les pays qui utilisent anglais et français, les candidats ont un peu de chance qu'ils peuvent postuler pour les deux, mais là, cela ne veut pas dire que si on postule pour les anglophones et francophones en même temps, on pourra avoir deux bourses. Non, tout est pris en compte lors de la sélection. Donc, c'est une bourse qui est octroyée pour des orphelins ou des orphelines qui sont brillants à l'école, mais parce qu'ils sont dans cette situation difficile d'avoir perdu l'un ou tous les parents, ne pourront peut-être pas réussir à faire leurs études. Et lorsqu'on postule pour ces bourses-là, je crois qu'il y a aussi pour le niveau de la licence, oui, il y a le niveau de la licence et peut-être le master. Le master, je doute, mais je crois que c'est beaucoup. Non, c'est juste la licence. Parce que ils disent que leur philosophie, c'est se focaliser beaucoup plus sur la licence parce qu'il y en a plein de bourses au niveau de master et doctorat. Donc, il essaie d'aider ces enfants-là à intégrer ou à obtenir les premiers diplômes universitaires. Et là, l'âge de limite, c'est 23 ans. Oui, l'âge limite, c'est 23 ans. Comme je disais, là, il y a aussi les bourses où vous allez entrer dans les sites des bourses et voir que la bourse a peut-être des freins en matière de conditions d'éligibilité, peut-être l'âge, peut-être la nationalité, etc., etc. Ou la discipline même académique qu'on veut poursuivre. Il faut toujours regarder ces choses-là avant de continuer sa démarche. Donc, c'est les choses préalables. Et maintenant, il y a aussi la bourse de la Fondation Coca-Cola que vous pouvez trouver sur www.coca-cola, Scholas,
Foundation, Foundation.org. Et là, vous allez voir beaucoup plus de détails. Et maintenant, il y a aussi les bourses qui sont octroyées par des universités individuelles partout, un peu partout dans le monde. Pour ce qui est le cas de la France, il y a par exemple ce qu'on appelle en France le contrat doctorat. Le contrat doctorat, c'est au niveau des études doctorales. Et toutes les universités françaises ont signé l'accord de respecter ce programme qui est financé par le ministère des Enseignements supérieurs, je crois, et de la recherche scientifique. Et en fait, il est question de quoi? Avant d'entamer ses études doctorales, on formule sa proposition de recherche, on cherche un directeur ou une directrice de recherche dans une école doctorale et au sein de l'école doctorale dans une unité de recherche. Et s'il est d'accord, il tombe d'accord, il aime le sujet, il est prêt à encadrer, on peut postuler pour le contrat doctorat. Et si on a la chance de l'avoir, je crois, la bourse mensuelle minimum pour le contrat doctoral, c'est, je crois, 1400 €, je crois, oui. Mais il y a même certaines universités dans certaines régions de la France où, parce que la commune ou la municipalité ou la région ajoute encore l'argent sur cela où les gens peuvent toucher jusqu'à même 1700 voire 2000 €. Et là, l'étudiant, le doctorant ou la doctorante, au cours de ses études, de sa recherche, va aider quand même son département à donner un peu de cours et à faire d'autres choses pour aider le département. C'est avec beaucoup de concurrence, mais ça, il ne faut pas oublier, toutes les universités françaises, ils le font. Ils le font. Mais il y a aussi d'autres. Pour ceux qui font les études dans les domaines un peu scientifiques et technologiques, il y a aussi des financements qui viennent en partenariat entre les industries, les sociétés, avec les universités. Si par exemple il y a une société qui veut quelqu'un pour travailler sur un aspect de leur production, il peut financer quelqu'un pour travailler là-dessus à l'université comme une thèse de doctorat. Et maintenant, il y a une chose que j'avais oubliée quand je vous donnais tout à l'heure, là, excusez-moi, pour les sites sur lesquels vous pouvez trouver les bourses, j'ai oublié de donner un site très important pour ceux qui sont en Europe ou pour ceux qui ciblent l'espace européen. Il s'agit de EuroAccess. EuroAccess, ça s'appelle EURAXESS. Et le site, c'est EuroAccess, euroaccess.ec.europa.eu. Je le prends. EuRAXESS.ec.europa.eu. Et là, c'est un site qui est aussi géré, c'est un site, je m'excuse, qui est géré par l'Union européenne et qui poste les annonces des bourses, surtout les bourses doctorales, mais parfois master, et aussi même les recrutements des chercheurs dans l'espace européen. Il y en a plein de choses que vous pouvez retrouver sur ces sites-là. Donc, c'est un site à ne pas oublier pour ceux qui sont en Europe ou qui ciblent l'Europe. Et je vais donc continuer, poursuivre. J'allais aussi dire, en dehors du contrat doctorat en France, il y a le système de recrutement des doctorants dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire dans les pays tels que la Belgique, la Suisse, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, etc., les Pays-Bas. Les conventions et les lois des pays démontrent que le doctorant, normalement, est un employé de l'université parce que normalement, les études finissent au niveau du master. Lorsqu'on est en doctorat, cela veut dire qu'on veut juste approfondir ses études et là, en même temps, on enseigne à l'université. Ça veut dire qu'on est employé par l'université pour faire la recherche et pour aider l'université à enseigner et à organiser des conférences, à faire beaucoup plus d'autres choses. Et cela veut dire que dans ces pays-là que je viens de citer, il faut toujours aller dans les sites des universités spécifiques et regarder les départements spécifiques ou aller sur le lien ou la page dite annonce de vacances.
annonces de vacances ou de postes vacants. Et là, vous allez trouver que tout souvent, il y a, ou presque toujours, il y a les postes vacants en doctorat. Oui, il y a toujours comme ça. C'est-à-dire, vous allez voir si on a besoin d'un doctorat pour travailler sur tel sujet, parce que généralement, les sujets sont formulés par l'équipe de recherche. Et là, on fait l'annonce et les candidats vont candidater. On va sélectionner la meilleure pour venir travailler dans une équipe particulière, dans une université, une unité particulière, dans une école doctorat particulière qui travaille sur une chose ou un domaine spécifique. Donc, pour tous ces pays-là, et si on réussit à être doctorant, ça veut dire qu'on est employé par son université. Donc, son université lui donne ou nous donne une bourse qui est appelée même un salaire pour la majorité de ce pays-là. La bourse même est appelée salaire, non seulement bourse, parce que on voit même que, oui, bon, je ne vais pas aller en trop de détails parce qu'on a déjà fait 1 heure de temps ensemble. Merci pour la patience, Malcolm. Je crois que tu es seul, mais après, je vais partager aussi la vidéo et je vais aussi la garder sur ma chaîne YouTube et vous allez aussi la garder ici sur la page parce que sûrement les gens vont venir après regarder. Et donc, pour le Canada, la majorité des programmes qu'on appelle graduate programs, c'est-à-dire les programmes master et les programmes doctorat au Canada sont financés. C'est-à-dire, mais il est toujours important d'entrer sur le site de l'université, aller dans son département, la faculté d'abord et le département et vérifier, voir si l'université promet de financer automatiquement tout le monde parce que la majorité des programmes master et des programmes doctorat au Canada, c'est écrit sur le site ou là où il y a l'information sur le programme que ceux qui seront admis auront automatiquement le financement. Quand c'est écrit comme ça, sachez que cela sera respecté. Sauf que pour le Canada, en dehors du Québec, l'anglais va freiner la plupart de ceux qui ne parlent que français. Ça, c'est une chose à noter. Donc, ça veut dire que là, si vous ciblez le Canada, je vous conseille seulement d'aller prendre la patience de taper sur Google d'abord liste des universités canadiennes. Si vous parlez anglais et français, hein, vous pouvez taper liste des universités canadiennes et là, vous entrez doucement, prenez votre temps. Parce qu'il faut de la recherche. Quand on cherche les bourses, hein, vous entrez dans les différents sites et vous exploitez le département ou la faculté qui vous concerne pour voir si le département offre le programme que vous voulez, si vous voulez faire une thèse, est-ce qu'il y a le doctorat qui est fait là, le PhD ou pas, si c'est au niveau master, vous regardez et voir aussi les conditions d'admission, les documents à fournir, le test d'anglais à fournir. Et maintenant, l'envoi des originaux par l'université d'origine, toutes ces choses, faut pas oublier. Et de voir aussi s'il y a la promesse que ceux qui seront recrutés auront automatiquement de financement complet. Mais lorsqu'on dit financement complet pour le Canada et les États-Unis, ça veut dire on nous donne un paquet maximum ou minimum qui pourra nous aider à payer les frais de l'université, mais aussi de remplir les autres besoins qu'on a. Mais là, une partie, c'est une bourse, c'est-à-dire c'est gratuite, mais une partie, c'est ce qu'on appelle les teaching assistantship et que vous devrez donc enseigner un certain nombre d'heures pour pouvoir mériter cet argent-là. Donc, si vous devenez paresseux au fur et à mesure et que vous ne parvenez pas à enseigner, on peut couper. On peut couper. Et le doctorat, faut pas oublier, aux États-Unis et au Canada, c'est généralement 4 ans minimum. Mais si on n'est pas assez sérieux, on peut entrer en 5 ans, 6 ans. Et là, il y a le risque que le financement soit coupé. Il y a aussi d'autres bourses, telles que les bourses des gouverneurs des différentes provinces du Canada, etc. Donc, pour ceux qui ne parlent que français, ça veut dire que vous pouvez aller sur Google, taper liste des universités québécoises ou au Québec, et là, vous prenez le temps d'entrer dans les sites de toutes ces universités, chercher vos départements et voir s'il y a le niveau que vous voulez, c'est-à-dire le master ou le niveau doctorat, et voir s'il y a la promesse de financement. Et notez aussi que pour les États-Unis et le Canada, généralement, la période des admissions va de novembre ou octobre jusqu'en janvier.
Généralement, c'est en mi-janvier qu'on ferme, qu'on ne reçoit plus les candidatures pour ceux qui auront les bourses. Mais si vous avez vos moyens financiers, vous pouvez postuler jusqu'à peut-être même en mars pour certaines universités. Pour certaines, c'est juste jusqu'en février. Mais là, ils vont vous dire, bon, peut-être vous pourrez avoir la chance d'obtenir le financement, mais on n'est pas sûr de cela. Mais là, le délai de rigueur pour les bourses est souvent, presque toujours, le 15 janvier pour la majorité des universités dont j'ai une connaissance. Bon, et j'allais dire donc que pour les États-Unis, c'est presque la même chose comme pour le Canada, que la plupart des masters et des doctorats sont financés, mais on donne une partie en bourse, on donne une partie en teaching assistantship, sauf que vous devez noter, et il est donc toujours question d'aller sur Google, voir la liste des universités dans tel État des États-Unis et entrer et sillonner bien, rechercher pour plus d'informations dans le département concerné et contacter aussi un prof, parce que pour les études de doctorat, sachez que dans presque tous les pays du monde, dans presque tout, je sais qu'il y a des exceptions un peu là, mais dans presque tous les pays du monde, avant d'entrer en doctorat, ça veut dire qu'on a trouvé un directeur ou une directrice de projet de recherche avant de postuler même pour avoir une place dans l'université. Et soit une place ensemble avec du financement. Donc, pour les États-Unis, n'oubliez pas, lorsqu'il s'agit du Royaume-Uni et du Canada ou de l'Australie, il faut toujours les tests de connaissance d'anglais. Et je reprends ces tests-là, peuvent être le TOEFL ou le IELTS. TOEFL, c'est Test of English as a Foreign Language, et IELTS, c'est International English Language Testing System. Mais attention, pour les États-Unis, la plupart des universités vont encore exiger d'autres tests, ce qu'on appelle les tests standardisés. En dehors du TOEFL ou de IELTS, et si vous partez pour étudier aux États-Unis au niveau licence, on va vous exiger pour la plupart des universités de faire le test qu'on appelle SAT, S-A-T, Scholastic Assessment Test. Il y a aussi le test pour le niveau master ou PhD, doctorat. Si vous faites dans les humanités et les sciences sociales, on va vous demander le GRE, Graduate Record Exam. Et si vous êtes dans les domaines de mathématiques et de sciences pures et technologies, on va vous exiger le test qu'on appelle le GMAT. Ces tests sont des tests que vous allez payer dans les ambassades ou dans les centres, les American Language Center, les centres linguistiques américains pour faire ces tests-là, qui coûtent un peu cher. Et c'est à base de ces tests que les universités voient vos capacités intellectuelles pour pouvoir vous octroyer les bourses de mérite là que j'ai annoncé au début de cette vidéo. Ouais. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Je donne peut-être 2 minutes. S'il y a des questions à poser, posez-les. Je vais répondre. S'il n'y en a pas, dans 2-3 minutes, je vais donc finir la vidéo. S'il y en a besoin, peut-être je pourrais revenir sur cette page dans l'avenir, mais cela, je ne peux pas garantir parce que je suis assez occupé. Mais s'il y a besoin, si vous exprimez le besoin, je pourrais revenir. Si vous regardez cette vidéo du début à la fin et que vous formulez des questions spécifiquement sur des choses que je n'ai pas taclées aujourd'hui, que je n'ai pas abordé aujourd'hui, je serai toujours content, si le temps me le permet, de revenir et vous apporter ce que je peux avoir comme réponse. Question? Question? Commentaire? Demande de clarification? Il paraît bien que c'est juste Malcolm qui m'a regardé, mais là, ça ne me gêne pas. Je sais que les gens vont regarder parce que moi-même, je vais envoyer beaucoup plus de personnes pour voir cette vidéo. Parce que souvent, on vient me poser les questions sur le bourse et dès que je suis sûr que j'ai répondu à ces questions dans des vidéos, je préfère envoyer les gens là regarder les vidéos pour que je puisse avoir le temps à faire d'autres choses ou à répondre à des questions que je n'ai pas encore abordées. Bon, il est clair qu'il n'y a pas de questions à poser.
Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi surtout l'équipe du petit journal des jeunes et des étudiants congolais de France pour m'avoir invité. J'espère que le peu que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui sera utile pour vous. Et n'hésitez pas surtout à revenir vers moi s'il y a des questions, mais je vous dis que étant quelqu'un qui est très, très occupé, je ne peux pas toujours garantir ma disponibilité. Donc, il y a d'autres vidéos comme ça sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon mur Facebook que vous pouvez toujours chercher, trouver où j'ai parlé sur les bourses en anglais, mais parfois aussi en français ou les deux mélangés. Et je crois que cela pourra toujours vous aider. Merci beaucoup. Gardez l'œil sur mon mur pour le partage des liens, des bourses et aussi il faudra liker, il faudra aimer ma page qui s'appelle Après le lycée, After High School. Et parce qu'il y a des moments où parfois je ne partage pas directement sur mon mur, mais que je partage plutôt sur la page là. Et aussi, surtout, n'oubliez pas mon recueil de poèmes, le 5e en fait, mais le premier en français, dont la publication est prévue pour le 16 septembre. Et il s'intitule Les pleurs du mal. Merci beaucoup et au revoir.